L'Espagne voit l'islam sous un nouveau jour et le monde devrait y prêter attention. Permettez-moi de vous ramener à un mardi calme de la fin mai, lorsque quelque chose d'anodin s'est produit, du moins c'est ce qu'il semblait. Le gouvernement Sisi a annoncé un nouvel accord bilatéral avec le Maroc, présenté comme un geste diplomatique de routine visant à renforcer les liens culturels et économiques. Le communiqué de presse mentionne une coopération en matière de migration, de lutte contre le terrorisme et même un vague engagement en faveur d'un dialogue interreligieux. Les médias l'ont couvert comme une note mineure, enfouie sous les gros titres sur l'inflation et le dernier scandale politique à Madrid. Mais si vous savez où chercher, il ne s'agissait pas d'une simple poignée de main diplomatique. Il s'agissait de la première étape publique d'un profond réalignement géopolitique, susceptible de remodeler les relations de l'Europe avec l'islam, l'Afrique du Nord et, par extension, l'ensemble des équilibres de puissance méditerranéens. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier la manière dont les grandes puissances surmontent les clivages religieux et culturels, en particulier dans le bassin méditerranéen. Ce qui se passe actuellement en Espagne ne concerne pas seulement la migration ou la lutte contre le terrorisme. Il s'agit bien plus d'une redéfinition délibérée, bien que discrète, de la manière dont une grande nation européenne s'engage avec l'islam, non pas comme une menace pour la sécurité, mais comme un partenaire stratégique. Et si vous pensez que cela n'a pas d'importance, considérez que l'Espagne est le seul pays européen ayant une frontière terrestre avec l'Afrique, le seul avec une histoire islamique de plusieurs siècles encore gravée dans son architecture, sa langue, son ADN. Ce qui se passe à Madrid ne reste pas à Madrid. Cela se répercute sur l'OTAN, l'UE et le monde arabe. Et pourtant, presque personne n'en parle en ces termes. Alors réparons cela. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, l'histoire que le gouvernement Sisi et une grande partie des médias européens veut que vous acceptiez est simple. L'Espagne, disent-ils, modernise simplement son approche de l'islam. Après avoir traité pendant des décennies les communautés musulmanes comme un défi sécuritaire en surveillant les mosquées, en réprimant la radicalisation, et en présentant la migration en provenance d'Afrique du Nord comme une menace démographique, Madrid adopte désormais un modèle plus inclusif. Le nouvel accord avec le Maroc est présenté comme une victoire. Rabat bénéficie d'incitations économiques et d'un contrôle plus fort dans la gestion des flux migratoires, tandis que l'Espagne obtient la stabilité à sa frontière sud et un partenaire dans la lutte contre les réseaux djihadistes. Les chiffres semblent le confirmer. La population musulmane d'Espagne a augmenté régulièrement, passant d'environ 300 000 au début des années 2000 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit environ 5% de la population. La plupart sont des immigrés marocains ou leurs descendants, concentrés en Catalogne, en Andalousie et dans la région de Madrid. Les autorités soulignent la baisse des arrestations pour des infractions liées au terrorisme comme preuve que l'approche dure de l'Espagne fonctionne. Parallèlement, le gouvernement a lancé des initiatives telles que la Fundación Pluralismo y Convivencia, qui finance des centres culturels islamiques et promeut un islam modéré. Le Premier ministre Pedro Sánchez a même fait l'impossible pour vanter la relation historique unique de l'Espagne avec le monde musulman, un clin d'œil aux 8 siècles d'Al-Andalus. L'UE, pour sa part, a applaudi le changement de cap de l'Espagne. Bruxelles y voit un modèle montrant comment l'Europe peut intégrer l'islam sans s'aliéner les communautés musulmanes, un contrepoint à la rhétorique anti-immigration de l'extrême droite. Le département d'État américain, dans son dernier rapport sur la liberté religieuse internationale, a félicité l'Espagne pour avoir favorisé le dialogue interreligieux et combattu l'islamophobie. Même le roi du Maroc Mohamed VI, qui s'est longtemps positionné comme un défenseur de l'islam en Europe, a salué le nouveau partenariat comme un retour à une histoire commune. Mais le problème, c'est qu'elle repose sur des demi-vérités, des omissions commodes et une incompréhension fondamentale de ce qui motive réellement le changement de politique de l'Espagne. Et si l'on fouille sous la surface, ce que l'on découvre n'est pas seulement une histoire d'intégration. C'est une histoire de pouvoir, d'influence et de jeu géopolitique tranquille qui se joue dans l'ombre de la Méditerranée. Déconstruire ce qui se passe réellement, commençons par la question la plus flagrante. Si la nouvelle approche espagnole de l'islam est uniquement axée sur l'inclusion et le dialogue, pourquoi le changement politique le plus important se produit-il maintenant et pourquoi est-il dirigé par un gouvernement qui, jusqu'à récemment, était aussi intransigeant que ses prédécesseurs? La réponse réside dans 3 Ceuta, Melilla et Énergie. Premièrement, les enclaves. Ceuta et Melilla,
les deux territoires espagnols minuscules mais stratégiquement vitaux sur la côte nord-africaine, sont une épine dans le pied de Madrid depuis des décennies. Le Maroc les revendique depuis longtemps et Rabat a utilisé la migration comme outil de pression de manière plus spectaculaire en 2021, lorsqu'elle a permis à des milliers de migrants de prendre d'assaut les barrières frontalières dans le cadre d'une poussée coordonnée. Le message était « Donnez-nous ce que nous voulons, sinon nous inonderons vos frontières ». La réponse de l'Espagne ? Un pivot soudain et dramatique. En 2022, Sánchez a renversé des décennies de politique de Sich en approuvant le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, une décision qui a rendu furieux l'Algérie, le fournisseur d'énergie traditionnel de l'Espagne, mais a ravi Rabat. La contrepartie était que le Maroc aiderait l'Espagne à gérer la migration et qu'en retour, l'Espagne aiderait le Maroc à consolider son influence dans la région. Mais la migration n'est qu'une partie du problème. Ce qui change vraiment la donne, c'est l'énergie. L'Espagne, comme le reste de l'Europe, cherche désespérément à réduire sa dépendance au gaz russe. L'Algérie était autrefois le principal fournisseur de l'Espagne, mais les relations se sont détériorées après le virage pro-marocain de Madrid. Entrée dans le Maroc, qui se positionne discrètement comme un acteur clé de la transition énergétique européenne. Le pays abrite le plus grand parc solaire du monde, Ouarzazate, et investit massivement dans l'hydrogène vert. Plus important encore, le Maroc contrôle le gazoduc Maghreb-Europe, qui relie l'Algérie à l'Espagne en passant par le Maroc. Lorsque l'Algérie a interrompu l'approvisionnement en gaz de l'Espagne en 2022, le Maroc est intervenu en proposant une médiation, surtout, en aidant l'Espagne à diversifier ses sources d'énergie. Maintenant, c'est ici que cela devient intéressant. L'influence du Maroc en Espagne ne se limite pas au gaz ou à la migration. Il s'agit de l'islam. L'État marocain a passé des décennies à cultiver des liens avec les communautés musulmanes d'Espagne, en finançant des mosquées, en formant des imams et en promouvant une version de l'islam fidèle à la monarchie. Il ne s'agit pas d'un mouvement populaire. Il s'agit d'une stratégie délibérée, que Rabat a utilisée pour étendre son soft power à travers l'Europe. Et l'Espagne, en adoptant ce modèle, confie de fait la gestion de sa population musulmane à un gouvernement étranger. Les données ne soutiennent pas le récit de « l'intégration ». Une étude réalisée en 2023 par l'Institut Royal Elcano a révélé que même si la population musulmane d'Espagne augmente, l'intégration économique et sociale stagne. Le chômage parmi les musulmans siche est presque le double de la moyenne nationale. La discrimination en matière de logement et d'emploi reste répandue. Et pourtant, la réponse du gouvernement n'est pas de s'attaquer à ces problèmes structurels, mais de redoubler d'efforts dans les initiatives culturelles et religieuses, dont beaucoup sont directement financées par le Maroc. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'Espagne échange sa souveraineté contre la stabilité. En permettant au Maroc de façonner l'identité religieuse et culturelle de ses communautés musulmanes, Madrid cède un levier essentiel de contrôle intérieur. Et en retour, elle obtient un partenaire qui peut l'aider à gérer la migration, à sécuriser l'approvisionnement énergétique et à contrer l'influence de l'Algérie. Il s'agit d'un marché réaliste classique, des gains à court terme aux dépens de l'autonomie à long terme. Mais il ne s'agit pas seulement de l'Espagne et du Maroc. Il s'agit du jeu le plus important qui se joue en Méditerranée. L'ex-dette géopolitique. Comment l'Espagne est devenue un champ de bataille. Pour comprendre pourquoi le changement de l'Espagne est important, il faut s'en sortir. La Méditerranée n'est pas seulement une étendue d'eau, c'est l'échiquier géopolitique le plus controversé au monde. Et à l'heure actuelle, 3 grandes puissances se disputent: les États-Unis, la Russie et la Chine. Commençons par les États-Unis. Pendant des décennies, Washington a traité la Méditerranée comme une extension du flanc sud de l'OTAN, une zone tampon contre l'empiètement russe et chinois. L'Espagne, en tant que membre de l'OTAN et allié clé des États-Unis, a joué un rôle essentiel dans cette stratégie. Mais ces dernières années, l'influence américaine dans la région a diminué. Le retrait américain d'Afghanistan, le pivot vers l'Asie et le fossé grandissant avec la Turquie ont laissé un vide de pouvoir. Et c'est dans ce vide que sont entrées la Russie et la Chine. La Russie, pour sa part, a discrètement étendu sa présence en Méditerranée. Les opérations du groupe Wagner en Libye, l'approfondissement des liens de Moscou avec l'Algérie et sa base navale en Syrie indiquent que Poutine joue sur le long terme. Son objectif ? Pour saper le flanc sud de l'OTAN et prendre pied dans les bas-fonds de l'Europe.
Et l'Espagne, avec ses frontières poreuses et sa population musulmane croissante, est une cible de choix. Ensuite, il y a la Chine. L'initiative, la ceinture et la route, de Pékin a fait de la Méditerranée une plaque tournante clé pour son effort mondial en matière d'infrastructure. Les Chinois contrôlent désormais les principaux ports de Grèce, d'Italie et d'Israël. Et en Espagne ? Ils investissent massivement dans les énergies renouvelables, notamment dans les projets solaires et hydrogène du Maroc. Il ne s'agit pas seulement d'économie. C'est une question d'influence. En s'implantant dans le secteur énergétique espagnol, la Chine se positionne pour façonner l'avenir énergétique de l'Europe, par extension, sa politique étrangère. C'est ici que la nouvelle approche espagnole de l'islam devient géopolitiquement explosive. En s'alignant plus étroitement sur le Maroc, l'Espagne choisit effectivement son camp dans une compétition à trois pour la Méditerranée. Et ce choix a des conséquences. Premièrement, cela met l'Algérie en colère. L'Algérie, un allié clé de la Russie, a déjà riposté en coupant l'approvisionnement en gaz de l'Espagne et en approfondissant ses liens avec Moscou. Il ne s'agit pas seulement d'une querelle diplomatique, c'est d'un réalignement stratégique. L'Algérie fournit désormais du gaz à l'Italie et explore de nouveaux gazoducs pour contourner entièrement le Maroc. Le résultat ? Un marché énergétique nord-africain fragmenté, avec l'Espagne coincée au milieu. Deuxièmement, cela fait le jeu de la Russie. Moscou courtise activement les communautés musulmanes d'Europe, se présentant comme un défenseur de l'islam traditionnel, contre la laïcité occidentale. En externalisant la gestion de sa population musulmane au Maroc, l'Espagne crée une ouverture à l'influence russe. Si le modèle marocain échoue ou s'il est perçu comme trop autoritaire, les musulmans de Siche mécontents pourraient se tourner vers d'autres clients. Et la Russie, avec son réseau d'imams et de centres culturels, attend dans les coulisses. Troisièmement, cela complique la stratégie américaine. Washington compte depuis longtemps sur l'Espagne comme allié stable de l'OTAN. Mais si la nouvelle approche de Madrid à l'égard de l'islam conduit à une instabilité intérieure ou si elle éloigne d'autres partenaires nord-africains, les États-Unis pourraient se retrouver avec un allié moins fiable à un moment critique. Et dans un monde où les États-Unis sont déjà à bout de souffle, c'est un problème. Ainsi, pour l'Espagne, le changement ne concerne pas seulement l'intégration. C'est une question de pouvoir. Et en Méditerranée, le pouvoir est un jeu à somme nulle. Militaire et stratégique, les risques invisibles. Parlons maintenant de la dimension militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La nouvelle approche espagnole de l'islam n'est pas seulement un changement culturel ou diplomatique. Cela a des implications directes pour la sécurité nationale. Et si vous pensez qu'il s'agit uniquement de lutte contre le terrorisme, vous passez à côté d'une vision d'ensemble. Il y a d'abord la question de Ceuta et Melilla. Ces enclaves sont des zones militarisées. L'Espagne a déployé des milliers de soldats, de drones et de systèmes de surveillance pour les sécuriser. Mais l'influence croissante du Maroc sur les communautés musulmanes espagnoles donne à Rabat un levier. Si les relations se détériorent, le Maroc pourrait à nouveau utiliser la migration comme une arme ou pire, il pourrait encourager les musulmans siches à protester, voire à résister à l'autorité siche dans les enclaves. Ce n'est pas une hypothèse. C'est déjà arrivé. En 2002, le Maroc a brièvement occupé l'île de Pergil, un petit rocher inhabité près de Ceuta, dans une démonstration de force. Le message était « Nous pouvons vous rendre la vie très difficile ». Deuxièmement, il y a la menace djihadiste. L'Espagne est une cible du terrorisme islamiste depuis des décennies. Les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004, qui ont tué 193 personnes, ont été un signal d'alarme. Depuis lors, l'Espagne a adopté une approche dure, surveillance des mosquées, expulsion des imams radicaux et répression des réseaux extrémistes. Mais en externalisant la gestion de ces communautés musulmanes au Maroc, l'Espagne sous-traite la lutte contre le terrorisme. Et c'est un risque énorme. Le Maroc a un solide bilan en matière de lutte contre le terrorisme. Ses services de renseignement sont parmi les meilleurs de la région. Mais ils ont aussi l'habitude d'utiliser l'islam comme outil de contrôle de l'État. La monarchie marocaine promeut depuis longtemps une version de l'islam fidèle au roi et hostile à la dissidence.
Si les communautés musulmanes d'Espagne commencent à s'irriter face à ce modèle, le résultat pourrait être une radicalisation non pas à cause des extrémistes étrangers, mais à cause de la répression intérieure. Troisièmement, il y a l'angle de l'OTAN. L'Espagne est un membre clé de l'OTAN, abritant des bases militaires américaines et jouant un rôle essentiel sur le flanc sud de l'Alliance. Mais si la nouvelle approche de l'Espagne à l'égard de l'islam conduit à une instabilité interne ou si elle éloigne les autres partenaires nord-africains, elle pourrait affaiblir la cohésion de l'OTAN. Et dans un monde où la Russie recherche activement ses faiblesses, il s'agit là d'une vulnérabilité stratégique. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de sombrer dans le chaos. Mais je dis que les risques sont réels et qu'ils sont ignorés par les décideurs politiques qui se concentrent sur les gains à court terme. La politique intérieure, pourquoi cela se produit maintenant, alors pourquoi l'Espagne prend-elle ce virage maintenant? La réponse, comme toujours, est politique. Le gouvernement de Pedro Sánchez est faible. Son parti socialiste s'appuie sur Podemos, une coalition d'extrême gauche qui comprend des factions pro-palestiniennes et anti-OTAN. Sánchez doit maintenir sa coalition unie, ce qui signifie apaiser son flanc gauche tout en rassurant le centre. Sa solution? Un exercice d'équilibre qui implique de paraître dur en matière de migration et de sécurité tout en adoptant une approche plus inclusive de l'islam. Mais il y a bien plus que cela. L'Espagne est polarisée. Le parti d'extrême droite Vox gagne du terrain, capitalisant sur le sentiment anti-immigration. Le gouvernement de Sánchez cherche désespérément à contrer ce discours pour montrer que l'Espagne peut gérer sa population musulmane sans recourir à la xénophobie. Et le moyen le plus simple de le faire? Externaliser le problème au Maroc. Il y a aussi un aspect économique. L'économie espagnole est en difficulté. Le chômage est élevé, la croissance est lente et le pays a désespérément besoin d'investissements étrangers. Le Maroc, avec son économie en croissance et sa situation stratégique, est un partenaire attractif. En approfondissant les liens avec Rabat, Sánchez espère stimuler le commerce, sécuriser les approvisionnements énergétiques et attirer les investissements marocains. Mais voici que cette stratégie est à courte vue. En liant si étroitement l'avenir de l'Espagne au Maroc, Sánchez hypothèque l'autonomie de l'Espagne. Et à long terme, cela pourrait se retourner contre lui, surtout si l'influence du Maroc entraîne des troubles intérieurs ou des complications géopolitiques. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où cela mène-t-il? Passons en revue les possibilités. Scénario 1, le meilleur résultat dans ce scénario, la nouvelle approche espagnole fonctionne. Le Maroc aide à gérer la migration, sécurise l'approvisionnement énergétique et promeut une version de l'islam compatible avec la société siche. Les communautés musulmanes d'Espagne s'intègrent économiquement et socialement, et le pays évite le genre de réaction d'extrême droite observée en France ou en Allemagne. L'OTAN reste cohérente et l'Espagne apparaît comme un pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Mais voici ce scénario qui nécessite que tout se passe bien. Et en géopolitique, c'est rare. Scénario 2, le résultat le plus probable. C'est le milieu désordonné. La nouvelle approche espagnole fonctionne en partie, la migration est gérée, les approvisionnements énergétiques sont sécurisés, mais les tensions intérieures persistent. Certains musulmans siches ressentent l'influence du Maroc, ce qui conduit à des protestations et à une radicalisation. L'extrême droite gagne du terrain et la polarisation politique espagnole s'approfondit. Pendant ce temps, l'Algérie riposte en approfondissant ses liens avec la Russie, et le flanc sud de l'OTAN s'affaiblit. L'Espagne devient un champ de bataille d'influence entre le Maroc, l'Algérie et la Russie. C'est le scénario le plus probable et ce n'est pas joli. Scénario 3, le pire des cas dans ce scénario, la nouvelle approche espagnole échoue de façon spectaculaire. L'influence du Maroc se retourne contre lui, les musulmans siches rejettent le modèle marocain, conduisant à la radicalisation et à la violence. L'extrême droite remporte les élections et l'Espagne bascule vers l'autoritarisme. L'OTAN se fracture et la Russie exploite le chaos pour étendre son influence. Pendant ce temps, la Chine consolide son emprise sur le secteur énergétique espagnol et la Méditerranée devient un champ de bataille par procuration pour la concurrence des grandes puissances. Ce scénario est peu probable, mais il n'est pas impossible. Et si cela se produisait, les conséquences seraient catastrophiques. Grande stratégie vue d'ensemble alors,
qu'est-ce que tout cela nous apprend sur la situation géopolitique dans son ensemble? Cela nous indique que les États-Unis perdent leur emprise sur la Méditerranée. Pendant des décennies, Washington a traité la région comme un théâtre secondaire, quelque chose à gérer et non à dominer. Mais dans un monde où la Russie et la Chine exercent activement leur influence, cette approche n'est plus tenable. Cela nous dit également que l'Europe se fracture. La réponse de l'UE au changement de cap de l'Espagne a été modérée, parce que Bruxelles n'a pas de stratégie cohérente pour la Méditerranée. Certains États membres voient le Maroc comme un partenaire. D'autres y voient une menace. Et sans une approche unifiée, l'Europe est vulnérable aux pressions extérieures. Mais surtout, cela nous montre que l'islam est en train de devenir une arme géopolitique. Pendant des décennies, l'Occident a traité l'islam comme un défi à la sécurité, quelque chose qu'il fallait contenir. Mais en Méditerranée, l'islam n'est pas qu'une religion. C'est un outil de gouvernance. Le Maroc est utilisé l'islam non seulement comme un pont culturel mais aussi comme un levier d'influence, un levier qui peut être utilisé pour remodeler les alliances, déstabiliser les rivaux et même redessiner les frontières de la sécurité européenne. Et l'Espagne, qu'elle le veuille ou non, est en première ligne face à cette nouvelle réalité. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de religion. Il s'agit de démographie, d'économie et de hard power. La stratégie du Maroc ne consiste pas seulement à exporter des imams ou à construire des mosquées, elle consiste à s'ancrer dans le tissu politique et économique espagnol. Prenons le cas de la Fédération Espanola de Entidad Religiosa Islamica, qui façonne discrètement mais efficacement la politique islamique sige depuis des années. FERI n'est pas seulement une organisation religieuse, c'est un canal d'influence marocaine, avec des liens profonds avec le ministère des dotations et des affaires islamiques de Rabat. Lorsque Madrid s'est tournée vers la FERI pour l'aider à sichiser l'islam, elle a essentiellement confié sa gouvernance religieuse à une puissance étrangère. Et c'est un problème. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne devrait passer d'environ 2,5 millions aujourd'hui à près de 4 millions d'ici 2050, selon le Pew Research Center. Il ne s'agit pas seulement d'un changement culturel, c'est d'un changement géopolitique. Le Maroc le comprend. L'Algérie aussi. Et c'est de plus en plus le cas de la Russie. Moscou entretient depuis des années des liens avec les mouvements islamistes nord-africains, y voyant un moyen de saper l'influence occidentale. Les opérations du groupe Wagner en Libye et au Mali ne sont que l'exemple le plus visible de cette stratégie. Mais le véritable défi consiste à financer des institutions religieuses, à former des imams et à façonner les récits. L'Algérie, pour sa part, a fait quelque chose de similaire, en utilisant ses propres réseaux islamiques pour contrer l'influence marocaine en Espagne. Le résultat ? Une guerre par procuration à trois pour l'âme de Sich Islam, avec Madrid prise au milieu. Voilà un inconfortable, l'armée espagnole n'est pas préparée à cela. Les forces armées de Sich sont toujours structurées autour des menaces de l'époque de la guerre froide, défense territoriale, engagement de l'OTAN et lutte contre le terrorisme. Mais le véritable défi n'est pas une invasion conventionnelle ou une attaque terroriste. Il s'agit d'une érosion lente et rampante de la souveraineté due à l'influence démographique et culturelle. Le Maroc n'a pas besoin d'envahir Ceuta et Melilla. Il lui suffit de s'assurer que la prochaine génération de musulmans sich considère Rabat, et non Madrid, comme sa capitale politique et spirituelle. Et c'est une forme de projection de puissance bien plus efficace que n'importe quelle manœuvre militaire. C'est là que le flanc sud de l'OTAN devient un handicap. L'armée espagnole est à bout de souffle. L'Ejército de Tierra a été fragilisé par les coupes budgétaires, le nombre de ses soldats étant passé de 130 000 dans les années 1990 à seulement 75 000 aujourd'hui. L'Armada est en meilleure forme, mais elle se concentre sur la sécurité maritime et la lutte contre la piraterie, et non sur la lutte contre les opérations d'influence étrangère. Et l'Ejército del Aire attend toujours ses F-35 retardés, laissant la défense aérienne espagnole dépendante des Eurofighters vieillissants. Pendant ce temps, l'armée marocaine se modernise à un rythme effréné, avec des achats de drones turcs Bayraktar, de systèmes d'artillerie chinois et même des négociations pour des Su-35 russes. L'équilibre des pouvoirs en Méditerranée occidentale est en train de changer, et l'Espagne ne suit pas le rythme. Mais la véritable vulnérabilité n'est pas matérielle, mais logicielle.
Les services de renseignement espagnols, le Centro Nacional de Inteligencia, mettent en garde depuis des années contre l'influence étrangère dans l'islam siche. Un rapport du CNI de 2019, divulgué à El Confidencial, détaillait comment les agences de renseignement marocaines et algériennes utilisaient les réseaux religieux pour recruter des informateurs et façonner les résultats politiques. Le rapport a été enterré. Pourquoi ? Car reconnaître le problème reviendrait à admettre que l'approche espagnole en matière d'intégration a échoué. Et dans un pays où le parti d'extrême droite Vox exploite déjà le sentiment anti-musulman, c'est un champ de mine politique. C'est là que les États-Unis interviennent ou plutôt, là où ils n'interviennent pas. Cela fait des années que Washington dort au volant en Méditerranée. La dernière fois que les États-Unis ont eu une stratégie cohérente pour la région, c'était pendant la guerre froide, lorsque l'Espagne était un allié clé de l'OTAN et un rempart contre l'influence soviétique. Aujourd'hui, la Méditerranée est traitée comme un théâtre secondaire, lieu d'opérations antiterroristes et de patrouilles navales ponctuelles. La stratégie de sécurité nationale de l'administration Biden pour 2022 mentionne à peine la région, se concentrant plutôt sur la guerre menée par la Chine et la Russie en Ukraine. C'est une erreur. Car pendant que les États-Unis sont distraits, le Maroc joue le jeu sur le long terme. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2021, le Maroc a signé un accord de 20 milliards de dollars avec les États-Unis pour développer son secteur des énergies renouvelables. Sur le papier, c'est gagnant, le Maroc obtient des investissements, les États-Unis prennent pied sur le marché de l'énergie verte en Afrique du Nord. Mais voici que l'accord a été négocié par l'intermédiaire de l'Office chérifien des phosphates, le géant public marocain des phosphates, qui entretient des liens profonds avec le Palais Royal. L'OCP n'est pas seulement une comédie, c'est un outil géopolitique utilisé pour acheter de l'influence en Afrique et en Europe. Et maintenant, grâce à l'accord américain, elle s'étend en Espagne, investissant dans des usines d'engrais et des projets agricoles. Ce n'est pas seulement une question d'affaires. C'est une pénétration stratégique. Le même schéma se joue dans le secteur énergétique espagnol. L'Algérie a utilisé ses exportations de gaz comme une arme, coupant l'approvisionnement de l'Espagne en 2022 après que Madrid ait transféré sa reconnaissance diplomatique du Front Polisario au Maroc. Mais le Maroc ne reste pas à l'écart. Elle construit discrètement un réseau de terminaux et de gazoducs GNL, se positionnant comme une alternative au gaz algérien. Et qui finance ces projets ? Chine. La China Communication Construction Comi construit le nouveau terminal GNL marocain à Jorf Lasfar, tandis que la China National Petroleum Corporation investit dans l'exploration gazière marocaine. Pékin ne fait pas cela par altruisme. Cela crée un effet de levier, un levier qui peut être utilisé pour faire pression sur l'Espagne, l'Europe et même les États-Unis. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne ? Pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, le Maroc utilise l'islam, l'énergie et l'économie pour attirer l'Espagne dans son orbite. De l'autre, l'Algérie utilise le gaz, la Russie et ses propres réseaux islamiques pour riposter. Et au milieu, l'Espagne lutte pour maintenir sa souveraineté sans s'aliéner aucune des parties. Le résultat est une crise lente, qui se joue dans les mosquées, les salles de réunion et les bases militaires à travers le pays. La question, que se passe-t-il ensuite ? Si l'Espagne continue sur sa voie actuelle, elle risque de devenir un État vassal, non pas du Maroc ou de l'Algérie, mais des forces géopolitiques plus larges qui remodèlent la Méditerranée. L'extrême droite continuera de gagner du terrain, le flanc sud de l'OTAN continuera de s'affaiblir et la Russie et la Chine continueront d'exploiter le chaos. Mais si l'Espagne prend conscience de la menace, elle pourrait renverser la situation. Il pourrait investir dans son armée, réformer ses services de renseignement et construire un véritable islam siche, fidèle à Madrid, et non à Rabat ou à Alger. Cela pourrait lutter contre l'influence étrangère, non seulement dans le domaine religieux, mais aussi dans les domaines énergétiques, économiques et politiques. Et cela pourrait forcer les États-Unis et l'Europe à prendre à nouveau la Méditerranée au sérieux. Mais cela nécessiterait quelque chose que l'Espagne n'a pas eu dans une grande stratégie. Et pour l'instant, c'est une pénurie. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le paysage politique intérieur espagnol se fracture déjà sous le poids de ces pressions extérieures et l'establishment madrilène soit inconscient, soit délibérément minimise la crise.
Prenez par exemple la récente montée en puissance de Vox, le parti d'extrême droite qui est passé de l'inutilité politique à la troisième force parlementaire en moins d'une décennie. Leur rhétorique sur « l'invasion islamique » et la « subversion marocaine » n'est pas seulement une posture xénophobe, c'est le symptôme d'un échec structurel plus profond dans la gouvernance de SICH. La vérité inconfortable est que Vox ne crée pas le problème, il exploite le vide laissé par une classe politique qui a passé des décennies à prétendre que les communautés islamiques d'Espagne existent dans un vide géopolitique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne estimée à environ 2,5 millions, soit 5% du total, n'est pas qu'une simple statistique démographique. C'est une ligne de fracture géopolitique. La majorité sont des immigrés marocains ou leurs descendants, concentrés en Catalogne, en Andalousie et à Madrid. Alors que la gauche SICH présente cela comme un simple défi d'intégration, la réalité est que Rabat a passé des décennies à traiter ces communautés comme une extension du soft power marocain. Le gouvernement marocain finance les mosquées, contrôle la formation des imams par l'intermédiaire de la Rabita Mohammadia des oulémas et verse même des allocations aux imams d'origine marocaine en Espagne. En 2019, l'agence de renseignement SICH, CNI, a averti que le Maroc utilisait ses réseaux pour « influencer la dynamique politique et sociale », en Espagne un euphémisme pour façonner des blocs électoraux, faire pression sur les gouvernements locaux et même recruter des informateurs. Mais la réponse de l'establishment ? Un mélange de déni et de demi-mesure. Le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez a tenté de coopter les communautés musulmanes par des gestes symboliques comme la nomination d'un conseiller musulman au ministère de l'égalité en 2020 tout en réprimant les mosquées radicales, avec des raids qui semblent souvent plus performatifs que stratégiques. Pendant ce temps, le Partido Popular, conservateur, oscille entre courtiser les électeurs marocains et se moquer de la base de Vox en parlant de « défense culturelle ». Aucune des deux approches ne s'attaque au cœur du problème. L'Espagne n'a pas de politique cohérente pour gérer l'intersection de l'islam, de l'immigration et de la géopolitique. Voici qu'il ne s'agit pas seulement de religion. Il s'agit d'argent, d'énergie et de la lente érosion de la souveraineté de SICH. La stratégie du Maroc en Espagne ne se limite pas aux mosquées, c'est une approche globale. Prenons le secteur agricole. Le Maroc a inondé le marché de SICH de tomates et de fraises bon marché, au détriment des agriculteurs locaux d'Andalousie et de Murcie. Le résultat ? Une baisse de 30% des exportations de tomates SICH vers l'UE depuis 2018, selon Eurostat. Et à qui profite-t-il ? Des entreprises agroalimentaires marocaines liées au Palais Royal, comme le groupe Azura, qui a étendu ses activités dans les régions du sud de l'Espagne. Il ne s'agit pas de libre-échange, mais d'une guerre économique conçue pour rendre l'Espagne dépendante des chaînes d'approvisionnement marocaines. Ou considérez l'angle énergétique. L'éloignement de l'Espagne du gaz algérien l'a rendu vulnérable aux importations marocaines de GNL, qui devraient augmenter de 40% d'ici 2025, selon l'Agence internationale de l'énergie. Le problème ? Le gaz marocain est soumis à des conditions. En 2022, Rabat a discrètement fait pression sur les sociétés énergétiques SICH comme Naturgy et Repsol pour qu'elles investissent dans des projets gaziers marocains, des projets qui, ce n'est pas une coïncidence, sont construits par des entreprises publiques chinoises. Le message est que si l'Espagne veut la sécurité énergétique, elle devra respecter les règles du Maroc. Et ces règles impliquent de fermer les yeux sur les opérations d'influence de Rabat dans les communautés musulmanes SICH. Parlons maintenant de l'éléphant en Catalogne. Le mouvement indépendantiste de la région a longtemps été une épine dans le pied de Madrid, mais peu d'analystes discutent de la manière dont le Maroc a exploité la crise. En 2017, au plus fort de la campagne sécessionniste catalane, les médias marocains dont beaucoup étaient liés à l'État ont amplifié les discours indépendantistes, décrivant la crise comme une « lutte coloniale » contre Madrid. Pourquoi ? Parce qu'une Espagne fragmentée est une Espagne plus faible. Et une Espagne plus faible est plus facile à manipuler. Le gouvernement marocain a même courtisé les dirigeants séparatistes catalans, l'ancien président catalan Carles Puigdemont ayant rencontré des responsables marocains à Rabat en 2018. Le sous-texte était que si la Catalogne se séparait, le Maroc serait là pour offrir son soutien et obtenir des concessions en retour. Alors, où cela laisse-t-il la classe politique espagnole ?
piégé dans un cycle de réflexion à court terme. La réponse du gouvernement Sánchez à ces défis a été réactive et non stratégique. Lorsque le Maroc a transformé la migration en arme en 2021, ouvrant les vannes vers Ceuta et Melilla, la solution de Sánchez a été de déployer l'armée et de conclure un accord avec Rabat, sans s'attaquer au déséquilibre de pouvoir sous-jacent. Lorsque l'Algérie a riposté en réduisant ses approvisionnements en gaz en 2022, l'Espagne s'est empressée d'obtenir du GNL auprès des États-Unis et du Qatar, ignorant le fait que cela n'a fait qu'aggraver sa dépendance à l'égard des marchés mondiaux. Et lorsque Vox a fait un bond dans les sondages, la réponse de l'establishment a été de les qualifier de « fascistes », plutôt que de se demander pourquoi tant de siards y compris dans les quartiers populaires à forte population marocaine se tournaient vers l'extrême droite. Voici le scénario qui m'empêche de dormir la nuit. Si l'Espagne continue sur cette voie, nous nous dirigeons vers une balkanisation lente de son tissu politique et social. L'extrême droite continuera de croître, non seulement à cause de la xénophobie, mais aussi parce que le centre-gauche et le centre-droit n'ont pas réussi à proposer une alternative convaincante. Les communautés musulmanes deviendront plus polarisées, certaines adoptant le patronage marocain et d'autres se radicalisant en réponse à une perception de marginalisation. Et la capacité de l'État à projeter sa puissance tant au niveau national qu'à l'étranger continuera de s'éroder. Mais il existe une autre voie. L'Espagne pourrait choisir de jouer au hardball. Elle pourrait commencer par auditer le financement des mosquées et des centres culturels islamiques, en supprimant l'argent étranger et en le remplaçant par des alternatives contrôlées par l'État comme la France l'a fait avec sa loi « Islam de France » de 2020. Il pourrait renégocier ses contrats énergétiques avec le Maroc, exigeant la réciprocité en matière de commerce et d'investissement. Il pourrait même profiter de sa présidence de l'UE en 2023 pour promouvoir un cadre de sécurité méditerranéen qui contrecarrerait l'influence marocaine et algérienne. Et il pourrait enfin aborder la question catalane de front, non pas par la répression, mais par un compromis fédéraliste qui neutralise les griefs séparatistes. Le problème ? Rien de tout cela ne se produira sans un changement fondamental dans la façon dont les élites espagnoles perçoivent la place de leur pays dans le monde. Pendant trop longtemps, Madrid a fonctionné en partant du principe qu'il pouvait sous-traiter sa sécurité à l'OTAN, son énergie à l'Algérie et sa politique d'immigration au Maroc. Cette époque est révolue. La Méditerranée n'est plus un marigot, c'est un champ de bataille, et l'Espagne est en première ligne. La question est de savoir si ses dirigeants se réveilleront avant qu'il ne soit trop tard. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les élites espagnoles ont passé les 2 dernières décennies à traverser cette crise en somnambule, la traitant comme une série de problèmes déconnectés plutôt que comme un défi existentiel unique à la souveraineté de leur pays. Prenez le référendum sur l'indépendance catalane de 2017, la réponse musclée de Madrid, les charges à coups de matraque de la police, l'emprisonnement des dirigeants séparatistes fut une victoire tactique mais un désastre stratégique. Cela n'a pas seulement radicalisé la Catalogne, elle a révélé la fragilité de l'ordre constitutionnel espagnol au moment précis où les pressions extérieures s'intensifiaient. Et pourtant, au lieu de se demander pourquoi une région qui contribue à 16% du PIB espagnol et à 25% de ses exportations était à ce point aliénée, l'establishment a redoublé d'arguments selon lesquels tout cela était l'œuvre de quelques fauteurs de troubles soutenus par des acteurs étrangers. Cela vous semble familier ? C'est la même stratégie qu'ils ont utilisée pour que les islamistes accusent les symptômes et ignorent les causes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La grande stratégie de l'Espagne depuis la transition vers la démocratie repose sur 3 adhésions à l'OTAN, l'intégration à l'UE et un accord tacite avec le Maroc sur la migration et l'énergie. Mais tous 3 sont désormais sous pression. L'OTAN est distraite par l'Ukraine, l'UE est paralysée par ses propres divisions internes et le Maroc a clairement fait savoir qu'il utiliserait la migration comme une arme. Il suffit de penser à la crise de Ceuta en 2021, lorsque Rabat a autorisé 10 000 migrants à prendre d'assaut la frontière après que l'Espagne a admis le chef du Front Polisario pour un traitement médical. Ce n'était pas un accident, c'était une démonstration de pouvoir. Et pourtant, lorsque je parle aux responsables à Madrid, leur réponse est toujours « Nous ne pouvons pas nous permettre une confrontation avec le Maroc ». Pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus que l'Espagne est trop faible pour jouer au hardball. Voilà l'inconfortable, l'Espagne n'est pas faible. C'est tout simplement déjoué.
Le PIB du Maroc représente moins d'un tiers de celui de l'Espagne, son budget militaire ne représente qu'une fraction de celui de Madrid et son influence diplomatique est largement confinée à l'Afrique. Mais Rabat a en Espagne une stratégie cohérente à long terme. Pendant que les politiciens de Sich se disputent pour savoir s'il faut qualifier Vox de « fasciste » ou de « populiste », le Maroc achète discrètement de l'influence en finançant des mosquées, en faisant du lobbying à Bruxelles et en obtenant même le soutien des États-Unis sous Trump pour ses revendications sur le Sahara occidental. Pendant ce temps, la politique étrangère de l'Espagne est réactive, à court terme et souvent contradictoire. Un jour, Madrid courtise l'Algérie pour le gaz, le lendemain, c'est un retour en arrière pour apaiser le Maroc. Un jour, c'est la répression contre les imams radicaux, ensuite, il permet à l'argent qatari d'affluer vers les centres culturels islamiques. Ce n'est pas une stratégie, c'est le chaos. Alors quelles sont les alternatives? Le premier est le chemin du moins plus du même. Continuer à sous-traiter la sécurité à l'OTAN, l'énergie à l'Algérie et le contrôle des migrations au Maroc. Continuer à prétendre que la montée en puissance de Vox n'est qu'un incident temporaire, que le séparatisme catalan va s'estomper, que la radicalisation islamiste est un problème d'application de la loi plutôt que de société. C'est la voie du déni, et c'est celle que l'establishment espagnol semble déterminé à emprunter. Le résultat? Une lente érosion de l'autorité de l'État, une extrême droite croissante et une communauté musulmane qui devient plus insulaire et plus sensible aux influences extérieures. Dans 20 ans, l'Espagne pourrait ressembler à la Belgique, un pays où l'État a effectivement cédé le contrôle de quartiers entiers à des sociétés parallèles. La deuxième voie est celle que j'ai déjà esquissée, un tournant décisif vers la souveraineté. Auditer le financement des mosquées, supprimer l'argent étranger et remplacer-le par des alternatives contrôlées par l'État. Renégocier les contrats énergétiques avec l'Algérie et le Maroc, en utilisant l'influence de l'Espagne comme plaque tournante du transit du gaz européen. Faire pression en faveur d'un cadre de sécurité méditerranéen qui contrecarre l'influence marocaine et algérienne, en utilisant la présidence espagnole de l'UE pour rallier des soutiens. Et enfin, aborder la question catalane avec un compromis fédéraliste qui donne plus d'autonomie à Barcelone sans diviser le pays. Il ne s'agit pas seulement de stabilité intérieure, il s'agit de reconquérir le rôle de l'Espagne en tant qu'acteur sérieux en Méditerranée. Le problème? Cela nécessite du courage politique, et à l'heure actuelle, les dirigeants espagnols semblent allergiques à cela. La troisième voie est la plus radicale, et je pense que celle-ci sera finalement contrainte à une réorientation complète de sa politique étrangère. Cela signifierait rompre avec le consensus de l'UE sur la migration, l'énergie et même la défense. Cela impliquerait de s'aligner plus étroitement sur l'Italie et la Grèce, pays qui, comme l'Espagne, sont en première ligne de l'instabilité méditerranéenne. Cela signifierait accepter que l'ère du gaz bon marché en provenance d'Algérie est révolue et que l'Espagne doit investir dans le nucléaire, les énergies renouvelables et même le gaz de schiste national pour réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie étrangère. Et cela reviendrait à reconnaître que l'accent mis par l'OTAN sur l'Europe de l'Est a laissé la Méditerranée exposée et que l'Espagne doit prendre l'initiative de promouvoir une stratégie sur le flanc sud. Aucun de ces chemins n'est facile. Mais le statu quo n'est pas viable. La question n'est pas de savoir si l'Espagne va changer, c'est la douleur qu'il endurera avant de le faire. Et voici le problème, plus vous attendez, moins vous avez d'options. Les élites espagnoles aiment considérer leur pays comme un pont entre l'Europe et le monde arabe. Mais les ponts ne sont utiles que s'ils sont stables. À l'heure actuelle, les fondations de l'Espagne se fissurent, et aucun montant des fonds de cohésion de l'UE ou des assurances de l'OTAN ne peut masquer cela. Je vous laisse avec ça. En 1992, l'Espagne a accueilli les Jeux Olympiques de Barcelone et l'Exposition universelle de Séville. Ce fut le point culminant de la renaissance du pays après Franco, un moment où l'Espagne semblait prête à reconquérir sa place de grande puissance européenne. 30 ans plus tard, Barcelone est une ville où les drapeaux séparatistes flottent sur les bâtiments gouvernementaux, Séville est une plaque tournante de transit pour les migrants nord-africains et Madrid est paralysée par une impasse politique. Le contraste n'est pas seulement déprimant, c'est un avertissement. Le moment des comptes pour l'Espagne approche. La seule question est de savoir si ses dirigeants relèveront le défi ou s'ils se laisseront emporter par celui-ci.